Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 6e épisode de notre podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, nous allons parler des goûts et des couleurs. Mais avant ça, on voulait vous dire, au cas où vous n'alliez pas jusqu'à la fin du podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors merci beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à faire passer le message. Si ça ne vous plaît pas, à nous faire passer aussi des messages via Beuglant ou tout moyen, ou de nous faire des propositions de rubriques, des propositions de thématiques. Bref, on est très ouverts et on attend vos conseils et suggestions. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et une note sur iTunes. Ça nous permettra de gagner en visibilité. Et alors, retweetez sur Twitter, retweetez, ça fera plaisir à Max. Bah écoute, effectivement, on a un compte Twitter tranche de couple qui est assez actif. En tout cas, on essaye. Et pour nous, c'est aussi un moyen sympa d'interagir avec nos auditeurs, même si je veux dire que pour l'instant, on vous attend, on attend vos commentaires. Cette semaine, l'actu, Guillaume, tu voulais parler des manifs à Hong Kong ? Oui, je voulais revenir sur ces manifestations qui ont lieu à Hong Kong. Elles ont lieu depuis maintenant pas mal de temps. Elles ont commencé au mois de juin, à la faveur d'une loi, d'un projet de loi qui ont été gelés par la suite, qui visait à intégrer davantage Hong Kong en Chine. Pour faire court, Hong Kong est une ancienne colonie britannique qui est conservée après la rétrocession à la Chine en 1997, un statut spécial qui permet à sa population de jouir de beaucoup plus de liberté que le reste de la Chine continentale. Et donc, ces lois en juin étaient la première étape, selon les manifestants, vers une intégration et donc moins de liberté pour les habitants de Hong Kong. Les lois ont été retirées en question, ont été gelées par la suite, puis retirées au mois de septembre. Mais les manifestations, elles, ne se sont pas arrêtées. Donc les manifestants, on se souvient, vous avez peut-être vu ces images. Au début, on avait ces immenses avenues recouvertes de manifestants, complètement noirs de manifestants. Et entre autres, la nuit, c'était des images assez impressionnantes. Il y a aussi des images où on voyait la foule laisser passer religieusement une ambulance au milieu, alors que c'était une foule hyper compacte. Ça, c'était au début, malheureusement, puisque les manifestations étaient à ce moment-là encore relativement calmes. Là, on est dans un moment où on est dans un mouvement qui devient un peu plus radical. Il y a une grande partie des manifestants qui considèrent que ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour préserver le statut de Hong Kong n'est pas suffisant, et donc que le statut de la colonie et leur statut des habitants est en danger. Radical néanmoins des deux côtés. Oui, j'y viens. Quand je parle de radicalisation, c'est que le mouvement s'installe. Il y a aussi radicalisation du côté de la police, puisque depuis à un moment donné, quand les tensions ont commencé à augmenter au mois de septembre, la Chine a massé des troupes à la frontière entre son territoire continental et Hong Kong. Elles ne sont pas, je crois, à ma connaissance, entrées dans Hong Kong, mais en revanche, la police, elle, a commencé, notamment cette semaine, à tirer parfois à balles réelles sur les manifestants, faisant plusieurs morts et pas mal de blessés aussi. Donc là, on en est dans une situation où une grande partie du cœur de manifestants est regroupée, enfermée en fait dans l'université polytechnique de Hong Kong. Et une partie a commencé à s'échapper ces derniers jours aussi de cette université. Mais voilà. C'est là aussi Oui, vas-y. Pardon, c'est là aussi où on peut voir finalement que les moyens technologiques peuvent être utilisés pour assurer la surveillance de masse de dissidents politiques, puisque les autorités chinoises et les autorités de Hong Kong utilisent en fait des systèmes pour reconnaître les visages des manifestants, et ainsi pouvoir savoir qui manifeste et désobéit. Et après, il faut savoir que Hong Kong a une tradition des manifestations aussi, et des grosses manifestations depuis pas mal de temps, tout au long du XXe siècle et du début du XXIe siècle, sur pas mal de sujets. Une des plus importantes, notamment, était en 1966,
quand une des compagnies de ferry de Hong Kong avait décidé d'augmenter les tarifs de ses billets. Ça me rappelle un peu un sujet dont on a parlé il y a quelques semaines sur les manifestations en Amérique du Sud, qui était aussi liée à une augmentation de billets, de services publics, des tarifs des services publics. Voilà. Ok, cette semaine aussi, c'était la fin des auditions de la nouvelle commission, des 3 derniers commissaires, qui ont été validés. On a un commissaire, on a un commissaire, on a un commissaire. Qui s'est plutôt pas mal débrouillé lors de son audition, donc Thierry Breton. Et après une petite séance de rattrapage par question écrite. Ça veut pas dire qu'il a eu moins de casseroles. Hein. Après une petite séance de rattrapage par question écrite, le candidat commissaire hongrois a été également validé. Donc la prochaine étape, c'est le vote par le Parlement européen en session plénière à Strasbourg le 27 novembre à 12h. Et ensuite, je crois qu'il doit y avoir un vote de validation par les États membres, par le Conseil. Voilà, donc tout sera normalement sur les rails pour une prise de fonction de la nouvelle commission le 1er décembre. Voilà. Et cette semaine, j'avais aussi un coup de gueule concernant les agressions homophobes qui continuent à avoir lieu de manière totalement récurrente en France. Et cette semaine, c'est un homme de 63 ans qui a été agressé. Voilà, donc on a quand même une augmentation, d'après les chiffres de France Info, de 66% des agressions homophobes en France en 2018. Donc c'est quand même très inquiétant et voilà, sans nul doute que le contexte passé a aussi un peu libéré ce genre de... Et le contexte actuel, mais il faut qu'on se souvienne qu'on a tous un rôle à jouer aussi dans dénoncer ces agressions homophobes et puis peut-être éduquer à la base aussi les enfants, nos enfants, vos enfants. Ça vaut pour les agressions homophobes et pour tout type d'agression en règle générale. Et voilà, et aussi donc de la visibilité pour banaliser aussi l'homosexualité dans la sphère publique. Et je suis d'ailleurs très content parce que cette semaine, il y a aussi eu donc sur La France a un incroyable talent, un duo de danseurs, Guillaume et Arthur, je crois, qui ont fait une danse contre l'homophobie qui a été saluée parce que c'était vraiment beau et touchant par le public avec une standing ovation. Et donc voilà, ça fait partie de la visibilité et de montrer la beauté de toutes les formes d'amour. Ouais, et by the way, mesdames, il y a aussi l'acteur de Sense8, Brian G. Smith, qui a fait son coming out cette semaine. Voilà, désolé, encore un que malheureusement, vous n'aurez pas. Je me disais bien pourquoi tu disais aux dames. Voilà. Donc, parapluie noir en carton rouge, on va passer à la rubrique suivante. Alors, dans notre rubrique vie de couple, comme vous le savez, on essaie d'aborder souvent 2 sujets dans cette rubrique. Le premier sujet qu'on voulait aborder, donc qui est plutôt fun, c'est les jeux de société. Le deuxième est fun aussi, mais vous allez voir. Donc les jeux de société, en fait, c'est une passion qu'on a développée en rassemble. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ces dernières années, le jeu de société, c'est quelque chose qui est revenu un peu en force. En tout cas... c'était en tout cas quand on était plus jeune, quand j'étais plus jeune, c'était assez marginal. Alors peut-être que c'est les gens avec qui on traîne, comme on dit, qui ont aussi qui aiment bien les jeux de société, mais je pense qu'il y a aussi une augmentation du nombre de gens qui aiment les jeux de société. Voilà, alors quand on parle jeux de société, on n'est pas sectaire. C'est à la fois des jeux de plateau. Alors un jeu de plateau, c'est je sais pas le Carcassonne, le tout premier jeu de société, je crois, qu'on a acheté tous les deux en plateau.
Alors, fort longtemps. Carcassonne, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu de stratégie mais relativement simple. Un peu Age of Empires, mais dans un jeu de société. Voilà, qui se complexifie au fur et à mesure des extensions, parce que ça aussi, les extensions, c'est une mécanique des jeux de société qui permet en fait, de donner une nouvelle vie au jeu en les complexifiant, en rajoutant des données, et du coup de découvrir aussi un plaisir à avancer avec des nouveaux paramètres dans le jeu. Donc Carcassonne, comme son nom l'indique, on construit au temps du Moyen-Âge des forts et des routes qui relient en fait ces différents châteaux forts. Et tout ça avec des meeples, qui sont des petits personnages en bois de toutes les couleurs. Donc il y en a des noirs, des bleus, des roses, des jaunes, des rouges, des verts. Je sais pas ce que j'ai oublié, mais voilà, c'est ces petits personnages qui font vivre un peu la stratégie sur le plateau. Alors Carcassonne, c'est un jeu qui est accessible à tous, puisque même avec les neveux et nièces qui sont pourtant pas forcément très grands, on arrive à jouer et à s'amuser pas mal. Il y a une version enfant d'ailleurs, enfin jeune. Après, moi, je j'ai pas l'impression que ce soit vraiment nécessaire de passer par la version enfant pour jouer avec des enfants. Il y a moyen de simplifier vachement les règles de la version adulte, à mon avis. Donc je disais, les jeux de société, c'est des jeux de plateau type Carcassonne. C'est aussi des jeux de dés, par exemple. On peut jouer au Yams. C'est quelque chose qu'on joue régulièrement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas tellement besoin d'avoir énormément de place et on peut y jouer, par exemple, dans le train. Il suffit juste d'avoir 5 dés. Dans la série des jeux de société aussi, nous, on joue pas mal aux jeux de cartes. C'est Max qui m'a remis le pied dans les jeux de cartes. Quand j'étais plus jeune, on a beaucoup joué avec mes grands-parents et avec mes parents au Rami. Et puis chez Max, ils ont une tradition autour de la canasta notamment. Alors il y a la canasta, le barbu, l'ascenseur. Enfin, des étés, on a passé pas mal d'étés en Bretagne ou en Provence à jouer à des jeux de cartes. Et je trouve ça aussi très sympathique. Et à côté de ça, nous, on a pas mal d'autres types de jeux aussi. Ce qu'on cherche pas mal, c'est des jeux à jouer à deux. C'est pas toujours facile de trouver un jeu de société auquel tu puisses jouer à deux. On n'est pas toujours... en tout cas, on veut pas attendre d'être à 4 ou à 5 pour jouer à un jeu de société. Donc nous, on est pas mal en recherche de ces jeux sympas où on peut jouer à deux. On a comment il s'appelle, Seven Wonders, duo, qui est pas mal. Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport au jeu Seven Wonders, qui n'est pas duo, l'avantage, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de jeux de société où on peut jouer de 2 à 4 joueurs ou 6 joueurs, mais quand il y a une version duo, elle a vraiment aussi été pensée pour qu'il y ait la spécificité du jeu à 2. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant, et c'est une dimension qu'on a un peu découvert tous les deux, qu'on nous a recommandé. Et d'ailleurs, le premier jeu qu'on nous a offert, c'était Mr. Jack, qui est un jeu qui se joue à deux dans les rues de Londres. Après, il y a des jeux qui sont plutôt autour de la connaissance et du partage de connaissances. Par exemple, on a le jeu Timeline, où là, l'objectif, c'est de replacer sur la file, la frise du temps, les différents éléments. Par exemple, je sais pas, l'invention de l'ampoule, ou le premier vaccin, ou l'invention de l'alphabet. Et là, c'est assez sympa aussi parce que justement, on apprend des choses aussi. Absolument. On est quand même assez jeu de stratégie. Je pense que c'est quand même un fil rouge dans nos discussions. Alors, jeu de stratégie qui peut se refléter de différentes manières. On peut avoir comme dans Codenames, où là on joue par équipe et l'objectif c'est justement d'essayer de faire deviner à son partenaire des mots. Et donc voilà, c'est plutôt la stratégie de comment faire passer un message, comment arriver à ce que l'autre découvre le mot qu'on essaie de faire deviner. Mais d'autres types de jeux de stratégie, type Pandémie, où là on est sur du jeu collaboratif, ou alors Les Aventuriers du Rail, où là on est sur de la compétition sur un grand plateau avec plusieurs versions, Les Aventuriers du Rail Europe, Monde. Voilà. Et donc, pour terminer, peut-être dans nos coups de cœur visuels,
tout colorés. Je dirais qu'il y en a deux. Il y en a un qu'on a découvert il y a 1 an ou 2 qui s'appelle Azul, qu'on aime bien aussi. C'est un jeu où il faut en fait assembler et faire des séries de Mosaïque. couleurs, de mosaïques. C'est basé sur l'histoire et sur les Azuleros au Portugal. C'est un chouette jeu auquel on peut jouer à 4. 4. Avec des je pions crois. magnifiques. Avec des très beaux pions, avec des très belles couleurs. Et puis toujours en couleur, le petit dernier de la famille qu'on a découvert cet été. Max, je te laisse présenter. C'est Quirkle. Donc Quirkle, c'est un jeu où on a 6 formes et 6 couleurs. Et l'objectif est d'assembler des lignes de même couleur ou de même forme. Et là, lorsqu'on fait une ligne, voilà, on gagne des points. Ça se joue à 4 et c'est vraiment très sympa. Enfin, ça se joue de 2 à 4 et c'est vraiment très sympa avec une partie autour de, je dirais, 30-35 minutes. Absolument. Voilà, c'était notre petite rubrique, première rubrique couple, les jeux de société. Si ça vous intéresse, on est prêt à vous donner des références. Et s'il y a des gens à Bruxelles qui ont envie de faire des soirées de jeux de société, on est tout à fait ouvert. Rubrique suivante. On reste toujours dans la rubrique vie de couple. Là, on rentre plus dans la rubrique concession, négociation, compromis. On y revient souvent. On est plutôt là sur une couleur vert foncé. Ça dépend un peu de ce qu'on choisit. Mais on a ouvert, nous sommes autorisés à ouvrir la discussion pour ce Noël, de savoir si on faisait un sapin de Noël ou pas. Compte tenu de tout ce qui se cache derrière en fait le banal sapin de Noël, l'empreinte écologique, l'empreinte carbone plus largement, la symbolique du sapin, parce que moi j'avoue que pour moi quand j'étais petit, ça faisait, je pense que comme pour pas mal de gens, le sapin fait partie de Noël. Depuis qu'on est tout petit, pendant pas mal d'années, on n'en a pas eu. Quand on habitait à Paris, on n'en a pas eu parce qu'on n'avait pas vraiment la place. On avait un petit sapin électrique. Probablement pas très éco-friendly non plus en lui-même, mais voilà, qui dans notre petit appartement faisait tout à fait bien son affaire. Et puis quand on est arrivé à Bruxelles, une des premières choses que j'ai dit, c'est « Oh chouette, on va avoir de la place pour mettre un sapin !» Exactement. Et alors, cette semaine, c'est assez récent en fait, hein, il y a un twitto que vous connaissez peut-être, hashtag le tréma, qui a posté un post pour poser la question et dire bon, le sapin, effectivement, c'est pour notre plaisir personnel, mais finalement, c'est un arbre qu'on coupe et qu'on va utiliser pendant, je sais pas, une vingtaine de jours et qu'ensuite on va jeter à la poubelle. Et finalement, c'est un arbre qui a poussé pendant, je sais pas, 7 à 10 ans, si on veut que ce soit suffisamment gros. Mais vous le savez aussi, les sapins, c'est ceux qui captent le CO2. Donc en fait, c'est super important. Et globalement... Les arbres, en général, captent le CO2. C'est un arbre. Oui, c'est ça. Mais bon, ça capte le CO2, donc c'est quand même pas neutre. Et la statistique, c'est que chaque année en France, on coupe l'équivalent de 5000 hectares de forêt pour Noël. Et il faut savoir aussi, pour rajouter, que les espaces où on plante des sapins sont des espaces où les sols deviennent très acides et donc impropres à toute autre culture, entre guillemets, que celle du sapin. Alors il y a des forêts qui sont naturellement, évidemment, en sapin, avec des sols naturellement acides. Mais c'est vrai que plus on augmente la superficie de ces sols-là, plus ça crée des sols acides et donc qui ne seront plus propres à faire autre chose que du sapin sur le long terme. Donc Guillaume a mentionné le fait que le sapin, c'est quand même vraiment la symbolique de Noël. C'est un moment toujours important depuis qu'on est ensemble, depuis qu'on habite à Bruxelles, puisque Guillaume l'a dit, c'est le moment où on a commencé à mettre un sapin chez nous. Voilà, un moment sympa. On a toujours ces discussions à partir du mois d'octobre, allez, novembre,
de savoir à quel moment est-ce qu'on va acheter le sapin. Guillaume étant très enthousiaste et à la limite, dès le 1er décembre, souhaiterait le mettre en place. Et moi, peut-être avec mon caractère un peu rationnel, de dire, bon, on va peut-être attendre un petit peu parce que on sait justement que ces sapins qui sont coupés, ensuite, ils dessèchent rapidement. Et ce serait quand même dommage qu'on puisse pas profiter du sapin jusqu'au début janvier, quoi. Alors voilà, nous on est à la recherche d'alternatives. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous faire à nous mettre ça en commentaire sur Facebook, Twitter ou à nous envoyer un email. On a réfléchi à pas mal il y a pas mal d'options. Je sais pas encore si cette année on fera avec ou sans sapin. Ça, on fera avec ou sans sapin. Mais voilà, on a réfléchi à des alternatives, genre une jolie plante d'intérieur qu'on pourrait aussi décorer avec des branches et qui resterait à l'année, un sapin en pot qu'on rempote après Noël. Il y a de plus en plus, nous on va acheter nos sapins et nos plantes en général dans une ferme, s'appelle la ferme de Nopilif. Petit coup de pub pour ce super endroit. C'est une ferme d'insertion par le travail, donc avec l'équivalent d'un ESAT en France. Et puis eux, ils sont quand même assez orientés dans leur plantation, dans ce qu'ils proposent sur le durable, l'écologique, le bio. Et pour leurs sapins, ils commencent à passer. Ils ont décidé que dans les 2 ans, d'ici 2 ans, ils passeraient sur uniquement des sapins bio. Donc c'est des sapins dont au moins la plantation n'a pas nécessité d'herbicides ou de produits, notamment glyphosate et compagnie. Phytosanitaires. Les techniques d'élevage n'utilisent pas sont proches de zéro carbone, donc sans essence, avec un maximum de choses qui fonctionnent à l'électricité, tout ce qui est machines et compagnie, qui passent pour fauchage, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, le débat chez nous est ouvert. C'est un vrai débat. Sachant qu'on a déjà exclu le sapin artificiel qui est fabriqué à partir de pétrole, qui ne se recycle pas et qui a une empreinte carbone monstrueuse. Et pardon, mais non. Pas la plante artificielle. La petite note, c'est que dans mon enfance, on avait un sapin. Et d'ailleurs, mes parents l'ont toujours. Ils l'ont toujours. Hein. Alors, l'avantage, c'est que on aura le plaisir de fêter Noël sous le sapin artificiel à Lyon. Voilà, mais l'avantage, c'est que ça fait probablement 25 ans qu'on a le même sapin et qu'à partir de ce moment-là, ça commence à devenir rentable. Il faut 10 ans pour qu'un sapin artificiel consomme moins de CO2. Pour le coup, ça, c'est un sapin artificiel qui a été bien rentabilisé. Chaque année, on le sort du carton et du coup, il faut le remettre en forme parce que vous imaginez qu'il a passé les bras repliés pendant toute l'année, les bras repliés. Voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi des traditions de Noël. Voilà pour la rubrique vie de couple en 2 temps, comme d'habitude. En fait, je pense que l'année prochaine, on sera dans notre nouvelle maison et on aura peut-être envie de faire un sapin. Ouais, le débat reste ouvert. Ah là là, c'est pas facile, hein, vous voyez. Mais déjà, le fait qu'on ait réussi à ouvrir le débat est une bonne chose parce que je dois quand même dire que je pensais pas qu'on arrive à avoir cette discussion parce que le sapin étant tellement symbolique pour Guillaume, voilà, je trouve qu'on a déjà fait un bon premier pas. Je suis sûr qu'il n'y a pas que pour moi. Oui, peut-être. Alors, la rubrique suivante, c'est la vie en Belgique. La vie en Belgique quand on est français ou quand on est européen, voire étranger de manière générale, de nationalité, ça veut dire qu'il faut aller s'enregistrer à la commune. Alors, c'est une démarche que... quand on habite en France, on ne connaît pas, on s'installe là où on veut. À la limite, on signale simplement aux impôts là où on habite, mais on n'a pas cette démarche de s'inscrire. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas vraiment si les ressortissants de l'Union européenne qui ont la liberté de venir s'installer dans les différents pays de l'Union européenne doivent s'inscrire en France.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrive dans d'autres pays. Moi, j'ai vécu à Berlin et j'ai dû aller m'inscrire à la commune aussi. Et donc, en Belgique, le système est assez bien organisé. En fait, dans chacune des communes, il y a un bureau des étrangers. Et donc, c'est ce bureau-là qui traitera avec tous les étrangers qui résident sur le territoire de la commune. Pour pouvoir être enregistré auprès de la commune, en fait, il faut pouvoir prouver qu'on a des moyens de subsistance, d'une part, donc soit un job, soit si on cherche du boulot, on est un peu mis en temporaire. Et on doit aussi prouver qu'on habite là où on habite. Et alors là, les Belges, ils ont la parade, c'est-à-dire que en fait, ils ont C'est pas juste une déclaration. C'est pas juste une déclaration, mais ils viennent vérifier, d'une part, que le nom est sur la sonnette, et ils viennent sonner à la porte pour vérifier que vous habitez bien là. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant voilà, comme système. Et en fonction des communes où vous habitez, vous avez plus ou moins de chance sur la longueur des procédures pour les services étrangers. Il y a certaines communes qui ont des plutôt des bons retours, notamment la nôtre. On a un peu de chance là-dessus. Et puis il y en a d'autres comme Bruxelles, le Pentagone, le centre même de la commune de Bruxelles elle-même, où là, c'est souvent considéré comme un peu l'enfer de devoir aller à la commune. Voilà. Et donc, quand vous êtes enregistré, vous avez le droit à une magnifique carte de résident non belge. Mais cette carte, en fait, finalement, comme la carte d'identité voilà, des Belges, de nationalité belge, vous permet de réaliser un certain nombre de démarches, notamment fiscales, et rend bien des services. Et attention, par contre, tu dis comme les cartes d'identité belges, sauf que ce n'est pas une carte d'identité. J'ai fait le test aussi en prenant l'avion il y a quelques temps. J'ai toujours ma carte d'identité française sur moi, donc ça n'a pas posé de problème. Mais c'est la carte qu'ils donnent aux non-belges, aux résidents en Belgique, mais non-belges, c'est une e-carte, une carte d'étranger qui n'a pas la même valeur qu'une carte d'identité. Donc ça passe quand vous la montrez juste à l'hôtesse pour monter dans l'avion. J'ai jamais eu de problème pour ça. Par contre, quand vous passez un contrôle Schengen ou quelque chose comme ça à la douane et qui scanne la carte d'identité pour de vrai, qui scanne la carte pour de vrai, là, ce n'est pas une carte d'identité, donc ils ont besoin d'autre chose. Exactement. C'est normal puisque la Belgique ne peut pas attester de ton identité, de ta nationalité, avec cette carte qui atteste simplement que tu résides bien en Belgique. Voilà. Et donc, finalement, on peut remplir un certain nombre de démarches auprès de la commune voilà, en Belgique, là où on réside, mais naturellement, lorsqu'on vit à l'étranger, y compris dans l'Union européenne, on découvre aussi les joies du consulat, où on peut réaliser les démarches voilà, de l'état civil, l'inscription pour aller voter et tout ça. Renouvellement de passeport, carte d'identité, exactement, en tout genre. Donc vous imaginez bien qu'en 5 ans, on a déjà eu affaire à plusieurs reprises avec le consulat, y compris d'ailleurs pour donner un coup de main pour l'organisation des élections présidentielles et législatives. Vous avez été assesseur 2 fois, 3 fois, je ne sais plus. En Belgique, exactement, pour soutenir le devoir civique. Et également, du coup, voilà, si vous souhaitez vous marier, vous pouvez vous marier au consulat. Et d'ailleurs, c'est là où on s'est marié, au consulat de France, en Belgique. Voilà. Et puisqu'on parle d'élections, sachez que en Belgique, si vous êtes inscrit pour voter comme citoyen européen auprès de la commune pour voter aux élections municipales, sachez que le vote est obligatoire, comme pour tous les Belges. Alors, cette semaine, dans notre rubrique immobilier, c'est couleur hors notre couleur. On va vous parler une grande question. De nos grands débats du moment sur qu'est-ce qu'on fait dans l'appartement. On a prévu de faire dans la maison, pardon. On a prévu de faire, je me suis pas encore mis ça en tête. On a prévu de refaire ou de faire faire ou de refaire nous-mêmes un peu de peinture un peu partout, en plusieurs étapes. Mais là se pose la grande question, est-ce qu'on peint tout en blanc comme dans l'appartement où on est actuellement et celui où on était avant, et ça permet de faire ressortir ce qu'il y a au mur, mais bon, c'est un peu impersonnel, ou est-ce qu'on fait des murs, 3 murs blancs, un mur en couleur, par exemple. Actuellement, il faut savoir que dans cette maison, il y a c'est très chouette, c'est fait avec beaucoup de goût, il y a des murs peints de couleurs vives, la salle à manger est en jaune, le salon est en vert, donc dans les tons de vert en tout cas. Nous, on passera sur quelque chose probablement d'un petit peu moins flashy.
Mais on aime bien le concept et l'idée qu'il y ait quand même un peu de couleur. Donc voilà, on réfléchit en ce moment pas mal à ça. On a des avis divergents qui nous parviennent, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, on était sur ce mur de couleurs qui était à la mode. Il paraît que maintenant, c'est vraiment le blanc qui est à la mode. Ah, Max, je sais pas ce ou que t'en penses. comment? Ou les murs tout en couleur, c'est ça? Non. Ah non, Ou les papiers peints. Le papier peint. Voilà, parce qu'il paraît que le papier peint est revenu à la mode. Mais alors, Max, ne voulant pas entendre parler de papier peint, Ouais, non, c'est pas trop mon truc, le papier peint, je dois dire. mais il y a papier peint et papier peint, ils en font des très beaux aujourd'hui. Des imitations années 70, très chouette. Magnifique. Vraiment, j'ai vraiment envie de me retrouver dans les années 70. Vous avez vu comme je vends mon truc, je suis trop fort. Et alors, en fait, il faut dire pourquoi je suis pas trop papier peint. D'une part, parce que c'est vrai qu'en général, ça fait quand même un peu vieillot. Et puis, parce que quand tu te retrouves à devoir enlever du papier peint, eh ben, c'est quand même la galère. Je pense que nombre d'entre vous, peut-être, ont eu cette expérience. Alors, il paraît que maintenant, ils font même du papier peint qui se met dans les appartements que tu loues et qui se décolle du coup très facilement. Mais alors, à mon avis, ça doit être un peu le bazar, parce que si ça commence à se décoller alors qu'en fait, t'habites toujours là, c'est un peu la loose. Voilà, alors du coup, on sollicite aussi vos avis, vos conseils. Après, les goûts et les couleurs, on sait que c'est toujours à chacun de voir, mais pourquoi pas, donnez-nous votre avis. Est-ce qu'on fait un mur de couleur et le reste en blanc? Est-ce qu'on fait tout en blanc? Certains nous disent d'ailleurs, faites en blanc et puis vous verrez, et vous prenez un peu le temps. D'autres nous disent, prenez le temps et puis vous ferez la peinture plus tard. Voilà, c'est un petit peu dans l'état de nos réflexions pour le moment, s'agissant de notre future maison. Et by the way, on vous rassure, on a trouvé un crédit immobilier. Donc ça, c'est chouette. C'était juste pour fermer la parenthèse. Si on a côté Max. Tin, 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 tin. God Save the Queen. Rubrique Brexit, on en est où? Alors, pour le Brexit, depuis la dernière fois, il n'y a pas eu des masses d'avancées. On est vraiment dans la campagne électorale pour les élections qui auront donc lieu en décembre, qui en théorie devrait permettre à l'un ou l'autre parti de dégager une majorité. Je dis bien en théorie, parce que c'est de plus en plus incertain, et que ce soit quel parti et quelle majorité, et surtout quelle direction pour l'après-Brexit. Il y a quelques voix qui s'élèvent depuis quelques semaines pour dire que, notamment parmi les hauts fonctionnaires de l'Union européenne, pour dire qu'on envisagerait un non-Brexit du Royaume-Uni comme une option désormais à Bruxelles, ce qui n'était pas le cas vraiment jusqu'à maintenant. Ouais, alors moi, franchement, là-dessus, j'ai quand même envie de dire que beaucoup de gens se disent que le mieux, ce serait quand même que le Brexit n'ait pas lieu. Mais pour ça, il y a besoin d'un référendum qui est une option poussée par le parti travailliste, mais qui quand même reste une hypothèse à ce stade quand même assez lointaine. Et encore, même s'il y avait un deuxième référendum, de là à savoir si la réponse serait qu'il ne faut pas faire le Brexit, mais avec combien, quelle est la majorité qui serait obtenue, tout ceci est quand même très complexe. Voilà, donc tout ça pour dire que les Britanniques vont devoir faire un choix politique. On ne jugera pas des goûts et des couleurs. Mais en tout cas, il serait une bonne chose, je pense, pour tout le monde qu'on puisse en finir. Moving on. Moving on to la rubrique sortie culture. Alors moi je suis désolé, ça va être une rubrique coup de gueule cette semaine. C'est un peu, on a eu plusieurs rubriques coup de gueule. Ce sera une rubrique coup de gueule en jaune. Le jaune, c'est une couleur que vous aurez peut-être vu passer sur Facebook. Alors moins en France qu'en Belgique très probablement, puisque c'est une histoire, une triste histoire, une histoire plutôt belge, voire même carrément communautaire, puisque le gouvernement flamand, le gouvernement de la communauté flamande, a décidé de couper les subsides aux entreprises, aux institutions et aux organisations culturelles en général de près de 60%. Et donc vous avez la possibilité sur Facebook de mettre cette image qui cache en jaune, qui est l'une des deux couleurs de la Flandre avec le noir, qui cache donc en jaune votre
profil, 60% de votre profil Facebook. Alors, il faut savoir que la Belgique a déjà subi oui, une forme de traumatisme en matière de coupe culturelle. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore connu de façon aussi laminante au niveau national en France. Au niveau régional, il y a eu des coupes beaucoup plus importantes que ça, parfois égales à 100%, mais pas au niveau national. Là, on parle quand même de grosses coupes par rapport au budget en lui-même. Et en 2014, c'est le gouvernement fédéral qui avait coupé également de près de 60% les subsides culturels. Pas mal d'institutions avaient protesté, avaient été touchées à ce moment-là. Ça a réduit une grande partie des institutions culturelles fédérales à réduire la voilure de leur production, notamment la Monnaie, notamment Beaux-Arts, notamment l'Orchestre national. C'est à ce moment-là aussi qu'on avait parlé d'une fusion entre l'Orchestre national de Belgique et l'Orchestre symphonique de la Monnaie. C'est quelque chose qui n'est toujours pas digéré au sein de ces deux institutions, et donc c'est toujours des choses qui sont voilà, qui rapportent des choses qui sont compliquées et qui sont compliquées à vivre pour les gens qui travaillent dans ces institutions. Et donc là, on pense à toutes les institutions néerlandophones qui vont subir les mêmes coupes. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour moi d'inciter les entreprises à diversifier d'inciter les institutions et les associations, les organisations culturelles à diversifier leurs revenus, notamment via le mécénat privé, notamment via la collaboration voilà, d'autres que ce soit en mécénat d'entreprise ou mécénat de particulier. Il y a une mesure à avoir, et 60% de coupes, on n'est plus dans la mesure, on est vraiment dans la tranchée. Là. Merci Guillaume pour ces coups de gueule. Je crois que c'est aussi important de faire un petit point sur cette situation et l'importance du soutien à la culture. Dans la rubrique geek et tech cette semaine, je voulais qu'on parle d'un scandale qui n'a pas fait tant de bruit que ça, et j'en suis assez étonné. Tu as mentionné Facebook, ben voilà, ça concerne Facebook. Petit logo bleu, le petit F bleu. Et ça concerne en fait voilà, ceux qui ont un smartphone, parce que quelqu'un s'est rendu compte que lorsque vous utilisiez l'application Facebook et que vous étiez en train de screener votre profil, la caméra de votre téléphone était allumée. Et donc, en gros, il pouvait voir où est-ce que vous étiez, quoi. Donc, il y a un vrai souci de données de votre vie privée. Et je n'ai pas vu que Facebook se soit exprimé sur le sujet. Donc c'est un souci qui a été constaté sur des iPhones. Et visiblement, ceux qui ont fait l'étude n'ont pas pu reproduire ce souci sur des téléphones qui tournent sous Android. Mais bon. Alors, visiblement, Facebook a quand même confirmé qu'il y avait un bug, qu'ils avaient de manière inadvertante un bug dans leur application qui permettait en gros d'utiliser la caméra du téléphone. Wesh, un bug. Donc voilà, alors tout ça pose la question, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné l'autorisation à une application d'accéder à la caméra de votre smartphone, en fait, vous ne contrôlez pas vraiment ce que l'application fait de cette autorisation. Donc bien sûr, ici on parle de Facebook, mais je pense que cette problématique se retrouve sur un certain nombre d'applications. Alors je ne sais pas vous ce que vous avez fait, mais moi sur mon iPad et sur mon ordinateur portable, j'ai un petit cache qui fait que ma webcam est physiquement fermée tout le temps, sauf quand j'utilise. Le problème, c'est que je ne me vois pas encore mettre un cache sur mon smartphone, à la fois sur la caméra selfie et sur la caméra de derrière. Mais en tout cas, je crois que c'est quand même une vraie question pour la protection de notre vie privée. Certains diront on n'a rien à cacher. Enfin, néanmoins, je n'ai pas non plus envie que des entreprises puissent utiliser les données de mon environnement
lorsque j'utilise leurs produits. Et puisqu'on est dans la rubrique technologie, petit conseil à tous ceux qui utilisent WhatsApp au quotidien, mettez à jour votre application. Mettez à jour votre application WhatsApp parce que si vous avez une version trop ancienne, il y a un bug qui fait que si quelqu'un essaye de vous appeler, vous n'avez même pas besoin de décrocher, il peut ensuite accéder à votre téléphone et en prendre le contrôle. Donc si vous n'avez pas fait une mise à jour récente de votre WhatsApp, faites vite la mise à jour. Voilà, c'était les conseils de Max le Geek. Voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui ce nouvel épisode, ce nouveau podcast. On espère que ce qu'on aura dit vous aura plu, que vous aurez trouvé des choses à ramener ou que vous aurez appris des choses et que ça vous aura donné envie au choix de jouer aux sociétés, d'acheter ou de ne pas acheter de sapin de Noël, de colorer vos murs en blanc ou en couleur. Peut-être que la réflexion sur le sapin de Noël, d'ailleurs, aura ouvert la réflexion chez vous, de savoir si vous avez... Mais je maintiens ce qu'on disait tout à l'heure, si jamais vous avez des alternatives crédibles à proposer, on est vraiment preneur. Merci en tout cas de nous suivre régulièrement et de plus en plus nombreux. Merci de nous avoir rejoints si c'est le cas. Et merci bien sûr de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux. Le podcast est désormais accessible sur iTunes, Spotify et Podbean. Et on en fait la pub sur notre Twitter, @tranche de le chiffre couple au singulier. Et vous pouvez bien sûr utiliser Twitter ou notre adresse email tranchedecouple@gmail.com pour nous envoyer des mots d'amour, des commentaires, des idées, des remarques, des beuglantes. Bonne continuation à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.